Salut! Aujourd'hui je t'emmène avec moi pour répondre à tes questions sur l'orientation artistique. Alors j'ai pris mon vélo, donc je vais me balader un peu tout au long de la vidéo et on va parler principalement du domaine du cinéma d'animation dans lequel je travaille. All your life, you were only waiting for this moment to arise. Blackbird singing in the dead of night. L'objectif, ça va être de t'aider et de te conseiller le mieux possible pour que tu aies le plus de clés en main pour choisir la voie qui te convient et que tu puisses rentrer dans la formation que tu souhaites. Pour y être passé, je sais que c'est une période qui peut être stressante, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je t'emmène dans un cadre assez apaisant et très beau qui est le lac d'Annecy que tu peux voir derrière moi. Il y a le bruit des vagues et j'aime beaucoup cet endroit, donc voilà, je t'emmène ici. Sur Instagram, vous m'avez posé pas mal de petites questions. J'ai essayé de regrouper celles qui sont le plus revenues pour y répondre. Et je vais te faire un rapide sommaire pour que tu vois où la vidéo va mener. Alors, il y a par exemple, comment es-tu rentré au studio d'Illumination MacGuff, les ordinateurs conseillés pour faire de l'animation, l'illustration, bref, le matériel qui est conseillé, quels sont les diplômes et les écoles nécessaires pour travailler dans ce domaine, quelles écoles je conseille et je déconseille, que ce soit dans le privé et le public. Comment rentrer dans ces écoles, notamment l'école Estienne où j'ai été. On va également parler des débouchés dans le jeu vidéo, dans l'animation. Et à la fin de la vidéo, je vais te donner mon salaire. Waouh, incroyable! Tu vas pouvoir savoir tous les dessous de l'industrie. C'est vrai que pour les métiers artistiques, on se demande toujours est-ce que c'est des métiers qui peuvent bien gagner? Est-ce qu'il y a du débouché? Est-ce qu'il y a du travail derrière? Alors on va commencer par la première question, qui est une question de Solar qui me demande quelles études as-tu fait? J'ai fait STD2A, qui est le bac technologique art appliqué, ce qui m'a évité de faire une mana à l'époque, puisqu'avant la réforme, tu avais obligatoirement besoin de faire une mise à niveau avant de rentrer dans les formations artistiques si tu n'avais pas ce bac artistique. Suite à ça, j'ai fait 1 an en BTS design graphique, ça m'a pas du tout plu. Donc suite à ces 1 an, j'ai postulé dans toutes les écoles publiques en cinéma d'animation pour intégrer une formation. Donc j'ai fait ça à l'école Estienne, un DMA cinéma d'animation en 2 ans. Et à l'issue de ces 2 ans, une fois que j'ai eu ce diplôme, j'ai fait une formation d'1 an à l'école des Gobelins pour être animatrice de personnages 3D. Si tu veux en savoir plus sur le métier d'animateur de personnages, j'ai fait des vidéos sur le sujet, dont l'une où je décris vraiment le métier en détail, qu'est-ce que c'est concrètement être animateur, et également une autre où je parle de mes débuts dans les studios d'animation. Cécilia qui me demande comment es-tu rentrée au studio d'animation Illumination MacGuff. Alors, il se trouve qu'à la sortie d'école, j'ai fait 2 mois dans le studio d'animation Tu nous as pas vu production, qui est basé à Annecy. Ça, c'était pour bosser sur une série télé Disney. Et il se trouve qu'à l'issue de ces 2 mois, il y a ce studio-ci, donc Illumination MacGuff, qui m'a contactée pour me proposer un CDD et pour travailler sur le film Tous en scène 2. Donc Tous en scène 2, ça c'est un film qui est sorti justement en décembre, que tu peux voir encore au cinéma, il me semble, il passe encore en mars au cinéma. Et pour la petite anecdote, j'avais pas du tout postulé à ce studio. Chut, ils ne le savent peut-être pas. J'avais postulé à aucun studio parisien parce que je voulais pas retourner à Paris en période de confinement. Mais bien sûr que j'ai quand même accepté parce que c'était quand même une chance de pouvoir avoir un premier travail sur un long métrage. C'était un peu un rêve qui se concrétisait, un rêve de gosse qui se concrétise. Et je pense qu'ils ont noté mon nom au moment où j'étais encore étudiante parce qu'il se trouve que pendant le premier confinement, on a eu des zooms avec eux pour qu'ils puissent noter nos travaux, nos shows réels, démos réels. Alors ça, c'est toutes nos animations de toute l'année qui sont cumulées en une seule vidéo, où tu as tous les petits extraits en fait, et ils nous faisaient des retours dessus pour nous donner des conseils. Tout n'était pas parfait à ce moment-là, mais je pense que ouais, ils commençaient déjà à repérer en fait les personnes qui pouvaient engager et que ça s'est fait à ce moment-là. Et c'est vrai que pendant mon entretien, moi, le courant était très bien passé avec la personne avec qui j'avais échangé. Et ouais, je pense qu'elle a dû voir que j'étais très motivée, que j'étais une bosseuse et que voilà, j'étais souriante et tout ça. Donc je pense que ça fait la différence. Question suivante. Quel PC conseiller pour faire des études artistiques, animation, illustration, design? Alors quand j'étais à l'école Estienne, les profs nous avaient conseillé de ne pas prendre de Mac pour l'animation 3D
puisque apparemment c'est des ordinateurs qui fonctionnent moins bien avec les logiciels d'animation, qui sont pas très bons pour faire des rendus, voilà, et ce genre de choses. Donc ils nous avaient dit de prendre des PC de gamers, parce que c'est des PC qui sont très très puissants, qui permettent d'avoir une belle carte graphique. Et dans la classe, on avait tous pris des Asus ROG. Donc il y a le prix à mettre parce que c'est quand même 1100 €. Quand tu es étudiant, c'est pas forcément évident, mais c'est l'investissement nécessaire pour faire cette formation d'animation. Et c'est avec ce PC que justement j'ai fait mon court-métrage d'animation de diplôme qui a gagné un prix et que tu peux aller voir dans la dernière vidéo YouTube que j'ai sortie. J'ai fait toute une vidéo sur les coulisses du festival, comment ça s'est passé avec les réalisateurs, ma visite de la ville également de Budapest, puisque le festival s'est passé en Hongrie. Donc je t'invite à aller le voir si tu ne l'as pas encore vu. Donc ça c'était mon PC d'étudiante. Et maintenant j'ai d'autres PC à te présenter pour créatifs qui sont des PC assez incroyables, puisque cette vidéo est en partenariat avec Asus. Alors je suis très très contente de les avoir comme partenaires de cette vidéo parce que tout simplement c'est une marque que j'utilise depuis toujours et que je conseille. Tu l'auras deviné pour les personnes qui débutent en animation. Donc là depuis un an j'utilise un autre PC de chez eux qui s'appelle le Asus StudioBook Pro 17, qui est un PC absolument génial pour tout ce qui est illustration, création de logos, parce que tu as un écran qui est Pantone, donc qui permet de restituer à la perfection toutes les couleurs. Et me concernant, c'est sur ce PC-ci que je fais littéralement tous mes montages vidéo YouTube depuis un an. Il est très très performant et c'est grâce à ça que je peux faire des montages beaucoup plus poussés. Et aujourd'hui, je vais te présenter un PC qui est assez atypique de chez eux. C'est celui-ci. Et ce qui fait qu'il se démarque des autres, c'est parce qu'il a, roulement de tambour, 2 écrans. Et ces 2 écrans qui sont tactiles. Cet ordinateur portable, c'est le ZenBook Pro Duo 15 OLED. Il a ce très bel écran, certifié Pantone, donc comme mon autre ordi, il est parfait pour l'illustration. Donc là, typiquement, tu peux sélectionner, tu peux ouvrir Photoshop, dessiner dessus. C'est assez incroyable, je trouve. Alors il y a plusieurs ZenBook Pro qui ont ces 2 écrans. Il y a de tous les prix. Celui-ci il est vraiment très puissant puisqu'il a un excellent processeur et sa carte graphique c'est une Nvidia RTX 3070. Son second écran, le ScreenPad Plus, il est de 14 pouces. C'est un 4K Ultra HD. Ce que je trouve pratique, c'est vraiment toutes les fonctionnalités que celui-ci permet qui facilitent vraiment la vie. Ce qui est pas mal, c'est que quand tu fais des illustrations, par exemple, sur le 2e écran, tu peux mettre notamment toutes tes photos de référence. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment ultra pratique. Parce que comment tu peux switcher rapidement de l'un à l'autre, faire tes recherches d'un côté et continuer de dessiner de l'autre avec le stylet, sans souci. Et c'est vrai que de mon côté, avant, souvent je cherchais mes références sur le portable et c'est pas forcément évident parce que le portable lui s'éteint, tu dois passer de l'un à l'autre et tout ça. Et là, pour un ordi où tout est centralisé, c'est vraiment un gain de temps énorme, je trouve. Ces personnalisations que tu fais sur ces logiciels-là, tu peux directement les enregistrer sur une macro. Comme ça, dès que tu lances cette macro, ça va te remettre les fenêtres exactement où tu les avais placées. En termes de fonctionnalités pratiques, il y a également le View Max qui permet de mettre un contenu sur l'écran principal et la suite sur le second écran. Donc ça permet de visualiser de longs contenus en un seul coup d'œil. Et comme c'est un PC qui est absolument génial pour dessiner et qu'on peut l'emmener partout, je vais faire des dessins avec un peu tout au long de la vidéo. Et ce que je te propose tout de suite, c'est une petite pause dessin. On va se rendre au bout de ce ponton pour dessiner le paysage qui se trouve devant nous. En termes d'illustration digitale, ce que j'utilise comme logiciel, c'est Photoshop. Et ce qui est pas mal, c'est que dans cet ordinateur, tu as le contrôle panel qui permet de gérer toutes les applications créatives, donc After Effects, Photoshop justement, Premiere Pro, avec le ScreenPad Plus. Donc c'est nickel pour travailler dessus. Comme j'aime bien l'aspect handmade, ce que je vais utiliser comme brush, c'est le Chalk Brush que j'ai téléchargé et installé dans Photoshop, qui a cet aspect très pastel. Et donc tu as toute une gamme comme ça de pinceaux différents, avec des petites variations. Et ce que je trouve très intéressant, c'est que tu as cet aspect vraiment texturé quand tu dessines. Tu n'as pas l'aspect plat de certaines illustrations digitales. Alors tu peux décider de désactiver le clavier et le ScreenPad Plus pour dessiner, afin de ne pas être gêné si tu as envie d'utiliser qu'un seul écran. Mais tu peux aussi très bien mettre tous tes tools, donc les palettes de couleurs, les pinceaux que tu utilises, sur l'écran du bas, pour avoir vraiment un plein écran sur l'écran du haut de ton dessin. Ce que j'aime bien faire avant de commencer mon dessin, c'est de me faire un nuancier de couleurs que je vais pouvoir utiliser pour dessiner. Et je fais la même chose quand je suis sur papier, je prends le temps d'observer le paysage autour de moi et de sélectionner les crayons de couleur préalablement.
Ça me permet d'avoir une cohérence dans le dessin. Un petit retour sur mon PC où je vais te dire quelques précisions en plus. Alors déjà, si j'ai pu dessiner dehors sans souci, c'est grâce à son écran OLED qui est une technologie d'affichage qui offre des couleurs ultra vives avec des noirs profonds et de hauts niveaux de contraste qui sont confirmés par une certification Visa Display HDR True Black 500. T'as également la certification TOUV Rayland qui garantit de faibles niveaux de lumière bleue pour protéger les yeux de l'utilisateur pendant de longues sessions d'utilisation. Si tu as besoin de comparer avec d'autres PC, avec son écran Pantone, il a une gamme de couleurs très large, avec une couverture DCI-P3 de 100%. Donc voilà pour les petites précisions. De toute manière, je t'ai mis le lien en description si tu as besoin d'en savoir plus. Nous, on arrive à la plage de la Brune pour répondre aux prochaines questions. Je trouve que c'est pas mal dans les vidéos comme ça, FAQ, de bouger un petit peu, plutôt que rester au même endroit. Ouh, il y a du remous de ouf. Je me demande si tu entends le bruit aussi dans le micro, j'espère. Alors les questions suivantes, c'est essentiellement sur les diplômes et les écoles nécessaires pour pouvoir travailler dans ce domaine. Concernant l'animation, sache qu'il y a beaucoup de formations qui sont disponibles en ligne. Bon, j'ai eu des très bons retours, comme par exemple Animation Mentor. C'est vraiment une formation qui est spécifique pour l'animation. Avec cette formation-là, tu vas faire que de l'animation en 3D, que des cours vraiment purement axés sur ça. Et tu vas devoir suivre ça depuis chez toi. Donc tout dépend si tu es très autonome, si tu arrives bien à discipliner quand tu es chez toi. Dans le même style d'école, il y a également iAnimate et Anim School qui sont qu'en anglais. Mais sache que si tu n'es pas trop fort en anglais, honnêtement, c'est pas trop compliqué parce que tu as toujours les mêmes termes qui reviennent dans le métier. C'est le même vocabulaire en termes d'animation et généralement ça pose pas trop de soucis. Après, en France, comme école, tu as les Gobelins. C'est l'école que j'ai fait pour vraiment me spécialiser en animation 3D. Pareil, la formation d'1 an, c'est très très spécifique à l'animation. Donc tous les cours tournent autour de ça. Tu vas pas avoir de français, d'autres matières spécifiquement. Et si tu veux en savoir plus sur le sujet, j'ai fait toute une vidéo dédiée à cette année-là que j'ai effectuée dans cette école. Donc je détaille vraiment tout dans cette vidéo, comment ça s'est passé, comment étaient les profs, les intervenants, comment on fait pour y rentrer et compagnie. Donc je t'invite à aller la voir vraiment séparément si tu es intéressé par cette formation-ci. Pour préciser, c'est une formation donc d'1 an parce que de base, comme prérequis pour y rentrer, il faut que tu aies fait soit 2 ans d'études en animation 3D, soit que tu aies touché à l'animation 3D à côté, ou que tu aies bossé dans le milieu pendant 2 ans. Ce que je peux dire, c'est que j'en suis vraiment très satisfaite. C'est une formation que je trouve excellente. Et en tout cas, pour te prévenir, les Gobelins ont créé une nouvelle formation en 3 ans en animation 3D. Donc ça commence à partir de cette année, là, tout juste pour septembre, il me semble. Et c'est toutes les personnes qui peuvent y postuler. Donc si tu sors du bac, ça peut être pour toi, si tu as envie. Sachant que les Gobelins, même si c'est une école qui est très très réputée, c'est une école privée, donc il y a un investissement à mettre dedans. À toi de voir si tu as envie de faire un prêt pour tes études, si tu as des bourses que tu peux obtenir, si tu as les moyens, quoi. Par contre, ce qui est un peu dommage, je trouve, de rentrer dans une formation d'animation tout de suite, c'est que tu peux passer à côté de tout ce qui entoure la 3D et qui pourrait peut-être plus te correspondre. Puisqu'en animation, il n'y a pas simplement l'animation, il y a énormément de branches différentes, de métiers différents, parce que pour faire un film, t'imagines bien, il n'y a pas que les animateurs, il y a également les storyboarders, il y a les gens qui font le rig, donc tout le squelette du personnage que tu vas animer, tout ce qui est aussi modélisation, enfin, il y a vraiment énormément de métiers et c'est peut-être des choses qui pourraient un peu plus t'intéresser que l'animation. Je préfère mettre un warning parce que des fois on a nos idées butées dans la tête et c'est pas forcément quelque chose qu'on va exercer plus tard parce qu'on se rend compte qu'il y a autre chose à côté qui peut peut-être plus nous convenir. Et je trouve aussi ces années générales, c'est des années où tu te fais vraiment ton bagage à toi, qui est complémentaire aussi à l'animation et à ce que tu fais plus tard. Me concernant, moi, le fait que j'ai fait toutes ces années-là où j'ai appris à faire des courts-métrages d'animation 3D toute seule, où j'ai appris toutes les étapes, ça m'a permis aussi de comprendre un peu mieux le logiciel 3D et de voir comment il fonctionne, pour ensuite, quand il y a des bugs au sein du logiciel ou qu'il y a des soucis, que je puisse le régler aussi par moi-même. Et un peu plus rapidement que si j'étais directement rentrée en animation peut-être. Donc c'est un paramètre à prendre en compte. Pour moi, je trouve que les années où tu touches un peu plus à tout, c'est des années qui ne sont pas du tout perdues, au contraire, surtout que c'est des années où tu te construis en tant qu'adulte et ça peut être intéressant de rencontrer des personnes qui font autre chose, qui ont différents parcours
que les tiens. Et en France, comme formation publique que tu as, avec justement ces années un peu plus généralistes, tu as les DNMAD d'animation, où tu en trouves un peu partout dans la France. Donc il y a celui Estienne qui est à Paris, il y a également à Cournon d'Auvergne il me semble, à Marseille, à Roubaix, enfin il y en a un peu partout en France. Donc à toi de te renseigner. C'est ce que j'ai fait, mais ça avait une autre appellation avant la réforme. Ça s'appelait DMA Cinéma d'animation et c'était en 2 ans. Voilà, maintenant c'est en 3 ans parce que les titulaires du bac peuvent directement y postuler. Sachant que le DNMAT qui a vraiment sa formation qui est axée 3D, ça reste l'école Estienne il me semble, parce que tous les autres sont plutôt axés animation 2D, stop motion, mais sache que ce n'est pas un frein si après tu veux faire par exemple l'année de spécialisation d'animation 3D à Annecy. J'ai un très bon ami qui est actuellement maintenant animateur 3D à Illumination MacGuff avec moi et qui a fait l'école des Gobelins avec moi dans ma classe, qui a fait un cursus essentiellement en animation 2D et stop motion. Et c'est lui à côté qui a travaillé l'animation 3D. Sur Blender par exemple, c'est un logiciel d'animation 3D qui est gratuit, donc si tu as envie de creuser un peu le sujet, n'hésite pas à le télécharger et un petit peu voir comment ça se passe dans ce logiciel-ci. Et voilà, il a fait ça en autodidacte à côté et ça lui a permis d'intégrer la formation à Annecy, alors que de base, en soi, ses études n'étaient pas vraiment dédiées à l'animation 3D. Donc il y a toujours moyen de se donner le moyen pour faire un petit peu d'animation 3D, pour entrer dans les formations que tu souhaites. Et justement, c'est des choses que potentiellement les professeurs peuvent chercher aux entretiens, parce que quand tu montres que tu as une motivation suffisante pour pouvoir travailler à côté de tes cours et toucher à ce qui te plaît, pour pouvoir rentrer dans tel cursus, c'est des profils qui peuvent intéresser, parce que c'est des profils qui sortent un peu de la norme aussi. Sachant que honnêtement, dans les études en art, que ce soit animation ou les autres sections, il y a énormément de travail personnel, parce que c'est une chose d'avoir une formation, mais c'est aussi qu'est-ce que tu fais avec cette formation et qu'est-ce que tu fais à côté. Généralement, les formations, les écoles, elles sont là pour te donner un espace pour créer, pour progresser. Mais les professeurs en soi ne vont pas te donner toutes les clés, parce qu'honnêtement, des fois, tu as des professeurs qui ne sont pas forcément à jour sur ce qui se fait dans le milieu, parce qu'ils n'ont pas été dans le métier pendant un moment, donc ils ne sont pas au point des fois sur les logiciels ou alors sur les procédés d'animation, les procédés de production. C'est pas une mauvaise chose de se former soi-même, au contraire, limite c'est nécessaire je trouve. Et pour la petite anecdote, quand j'étais à l'école Estienne en cinéma d'animation, on se faisait des tutos entre nous pour faire le rig des personnages. Je me souviens que c'était vraiment galère, c'était un enfer. Il y avait pas mal de zones d'ombre où les cours ne nous permettaient pas de tout comprendre. Donc on se faisait des tutos vidéo où on s'enregistrait, on disait hey, « salut, non, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire un rig du pied ». Et du coup, c'est comme ça qu'on a pu bien progresser en étant soudés au sein de la classe. C'est comme ça que j'ai pu faire aussi un bon court-métrage de diplôme, en me formant aussi par moi-même à côté, en regardant des tutos YouTube, C'est pour ça que je trouve que l'école c'est quelque chose, mais aussi ce qui est très important, c'est toi, qu'est-ce que tu vas faire au sein de ces années d'études. Après, tu as les écoles privées, ça c'est plutôt des cursus qui sont en 4-5 ans. Et à Illumination où je travaille, il y a des personnes qui venaient de Supinfocom, Artix Montpellier, ESMA. Et après, on est beaucoup à avoir fait cette année de spécialisation à Annecy. Et mes camarades des Gobelins, ce qu'ils avaient fait comme formation, c'est par exemple l'école Lisa. Il y en avait plusieurs qui venaient de l'école Lisa. Et par contre, j'en ai eu de très mauvais retours. Donc il y en a certains qui disaient carrément que c'était une école qui était à éviter, puisque niveau qualité-prix, c'était pas une école qui était très intéressante. Après, il y avait également Bellecour École à Lyon. Pareil, la personne ne l'a pas trop recommandé. Il y avait MGM Nice, MGM Paris. HEAJ à Namur en Belgique. J'ai un très bon ami qui vient de cette école-ci. Apparemment, c'est une école qui est pas mal du tout, mais elle est très très généraliste. Donc c'est par toi-même à toucher un peu plus à l'animation si c'est vraiment quelque chose qui te botte. Elle est pas chère, elle est 450 € par an. Donc pour une école privée, ça va. Là, je suis au montage vidéo et j'ai trouvé entre-temps un PDF absolument génial qui répertorie toutes les écoles d'animation françaises. Donc, tu as vraiment tout qui est marqué, le coût, combien d'années, etc. Je pense que ça va vraiment t'aider, donc je te le mets en description. Et il y a une personne qui m'a contactée et qui m'a dit que voilà, il n'avait pas beaucoup d'animation dans son cursus à l'atelier d'Angoulême. Baptiste, tu me demandes comment animer par soi-même et par où commencer pour s'entraîner. Ce que je te recommande en premier lieu, c'est d'acheter le livre de Richard Williams si tu ne l'as pas encore. C'est un livre qui est absolument incroyable. On l'appelle vraiment la Bible de l'animation dans le domaine. Tu as vraiment énormément de choses répertoriées, de cycles d'animation qui sont répertoriés, où tu peux vraiment voir le mouvement découpé. Et donc comme exercice que tu peux faire et qui va bien te faire progresser, je pense, c'est par exemple prendre un personnage que tu as créé ou alors un personnage déjà existant
et essayer de reproduire ces mouvements-là que tu vois dans les livres sur ces personnages-ci. Et ça va être intéressant en termes de gabarit, comment les adapter, et ça va te permettre aussi d'analyser en dessinant tout le cycle d'animation. Alors pour la question suivante, je vais un petit peu dessiner sur l'ordinateur en même temps parce que le soleil est en train de se coucher et il commence à avoir de belles lumières. Donc j'ai bien envie de le dessiner en même temps. Question suivante, alors c'est essentiellement sur comment rentrer en école d'animation. Est-ce que c'est compliqué de rentrer dans une école d'animation? Est-ce qu'il faut avoir de bonnes notes pour rentrer dans ces écoles d'art? Alors concernant les notes, c'est vrai que ça joue, mais ce qui compte le plus surtout, c'est les appréciations des professeurs. Parce que potentiellement, les notes peuvent varier d'un lycée à l'autre, donc c'est vraiment les remarques qu'on fait sur toi qui vont compter. La difficulté pour entrer dans les écoles d'animation, ça varie grandement d'une école à l'autre. C'est vrai que les DN Maths publics, il est assez compliqué d'y rentrer parce qu'il y a énormément de demandes. Alors pour l'école Estienne, clairement le dessin joue beaucoup, parce que c'est une école qui aime voir des carnets de croquis, que ce soit du dessin d'observation ou du dessin d'imagination. Et au final, ça n'a pas trop d'importance. Le bac d'où l'on vient, ce qu'ils recherchent vraiment, c'est des personnalités, des univers qui sont déjà palpables. Donc il faut montrer que tu as des passions, des activités, des sensibilités qui se voient dans tes travaux. C'est ça qui va te faire te démarquer. En gros, ils cherchent déjà un style graphique qui est déjà assumé, qu'ils pourront ensuite faire encore évoluer au sein de la formation. Concernant l'animation spécifiquement, j'ai redemandé à une personne qui a fait DN Maths pour savoir si la 3D est encore recherchée aux entretiens, et elle m'a dit que c'est un plus, mais que ce n'est pas déterminant, et que l'essentiel c'est d'avoir son originalité pendant l'entretien. Par exemple, dans ma classe à l'école Estienne, il y avait une personne de ma promo qui avait montré des animations sur DS, donc elle avait dessiné ça sur sa petite console, et ça avait beaucoup plu à l'entretien parce que c'est pas quelque chose qu'ils voyaient à tous les coups sur tous les candidats. Après, le niveau d'attente dépend vraiment de chaque école et des prérequis qu'ils demandent. Chaque école a un peu ses spécificités, donc à toi de voir. Hop. Alors le soleil vient de se coucher, donc il commence à faire un peu plus froid. Je vais revenir à la maison au chaud. Waouh, c'est trop beau. Oh oui, je t'ai manqué, hein. Il y en a un qui est content que je suis rentrée. Faut-il rester en région parisienne pour trouver un métier attrayant? Existe-t-il des possibilités de travailler pour de grands studios de jeux vidéo depuis la France? Alors c'est vrai qu'il y a pas mal de boîtes, de gros studios qui sont basés à Paris, comme par exemple Micros, Illumination et Fortiche. Donc c'est vrai qu'elles sont basées dans la capitale, mais après en dehors de Paris, dans la France, tu as énormément de studios d'animation, notamment de studios d'animation qui font des séries. Et il y en a pas mal qui sont basés à Angoulême, il y en a même un qui est basé au bord de la mer à Saint-Malo, qui s'appelle O2O et qui a fait la série Idéfix par exemple. Donc il y a tout à fait moyen de trouver ailleurs, surtout qu'en soi, tu as également tous les studios à l'étranger comme à Montréal et à Londres, donc il y a de quoi faire. Et concernant les studios de jeux vidéo, tu as par exemple Ubisoft qui est en soi une boîte française, donc tu as pas mal de ces studios qui sont basés en France. Il y a Ubisoft Montpellier, il y a à Bordeaux, il y a également à Annecy, il y a un Ubisoft à Annecy. Et j'ai d'ailleurs pas mal de mes amis qui sont dans ce studio à Annecy. J'avais, pour la petite anecdote, candidaté chez eux pour faire un stage, mais il se trouve qu'à ce moment-là, il y a Illumination qui m'avait contacté, donc j'avais dû faire un choix. Et j'étais allée en long métrage. Et après, il y a énormément de studios qui ont un effectif un peu plus réduit, mais qui font des jeux vidéo vraiment ultra stylés. J'ai d'ailleurs un ami des Gobelins qui travaille actuellement dans un studio à Bordeaux, qui fait un jeu vidéo avec des décors absolument magnifiques. Donc je t'invite à te renseigner. Vous avez été pas mal à me demander par rapport au stage, comment trouver un stage, également est-ce que le choix d'école il est crucial pour trouver un bon stage. Alors on va pas se mentir, le réseau d'école et sa renommée ça joue beaucoup dans l'embauche et pour trouver un stage parce que forcément plus ton école est réputée, plus les recruteurs vont avoir tendance à essayer de engager les diplômés qui en ressortent. Et ça je l'ai vu avec mon cas notamment avec l'école des Gobelins. Donc certes ça a un impact, mais après ce qui est très très important aussi c'est de faire ses propres contacts soi-même et tout ça, ça se passe beaucoup par LinkedIn. Dans notre domaine, c'est vrai qu'on passe beaucoup par LinkedIn. Autant nous pour faire de la recherche d'emploi et contacter les recruteurs, que les recruteurs vont aller chercher des gens sur LinkedIn, trouver des profils là-dessus. Il faut vraiment pas hésiter à utiliser cette plateforme pour montrer ce que tu fais, pour contacter les gens, pour contacter les studios, et également les animateurs qui y travaillent pour savoir quels sont les retours de ces studios-là. Est-ce que déjà c'est des bons studios auxquels travailler? Est-ce qu'ils prennent des stagiaires?
Et est-ce que actuellement il y a de l'embauche et de la place? Et après bien sûr il y a tout ce qui est mail personnel à envoyer. Plus tu vas envoyer un mail personnel à une boîte et plus tu vas avoir une bande démo d'animation qui correspond à leurs attentes et à leur ambiance en termes de studio et de production qu'ils font, plus forcément tu as de chances de te faire engager. Connais-tu les débouchés du jeu vidéo? Alors concernant cette question, je me suis renseignée, parce que du coup j'ai les contacts à Ubisoft et je voulais te répondre le plus justement possible sur ce qui se fait actuellement. Alors ils m'ont dit que ça dépend très largement du corps de métier que tu veux faire dans cette industrie. Par exemple, game designer, ça a une faible offre parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent faire et il y a beaucoup d'écoles qui forment par rapport à la demande, donc c'est plutôt bouché. Et en comparaison, tu as la programmation où là vraiment les studios ont besoin de beaucoup de programmeurs et c'est un métier où tu as la possibilité de te réorienter plus facilement vu que c'est général. La clé, c'est comme en cinéma d'animation, c'est essayer de se spécialiser le plus pour se faire embaucher. Parce que par exemple pour programmeur, t'en as énormément, t'as le programmeur gameplay, le programmeur réseau, outils, système, IA, procédural. Donc forcément, si t'as un recruteur qui poste une annonce spécifique et qu'il a le choix entre un programmeur plutôt généraliste et un programmeur qui correspond plus avec l'offre, forcément il va choisir le programmeur qui s'est spécialisé. Et c'est pareil par exemple pour designer, parce que tu as des designers combat, t'as tout un panel et ça joue forcément sur le recrutement. Connais-tu les débouchés dans l'animation de jeux vidéo? Concernant mes camarades des Gobelins, il y en a peu qui se sont orientés jeux vidéo. On est plus à s'être orienté quand même animation de séries et longs métrages, donc ça fait que ça libère des places pour les personnes qui veulent vraiment faire de l'animation de jeux vidéo. Et pour ce qui est des écoles de jeux vidéo, style Rubica, Supinfogame et l'Engym, il n'y a qu'un artiste sur 25 que j'ai demandé à peu près qui fait de l'animation en sortant de ces écoles-ci. Donc pareil, ça libère des places et ça fait que l'offre et la demande s'équilibrent suffisamment pour que tu puisses trouver de l'embauche en animation de jeux vidéo. Normalement, ça va, il y a des débouchés. Alors on va arriver aux deux dernières questions. Quelle est la place du freelance dans les studios d'animation jeux vidéo ? Par rapport à l'intermittence, les CDD, etc., comment ça marche? Alors pour ce qui est du freelance, certains studios en prennent, d'autres non. C'est vraiment des missions ponctuelles. Et avec ce statut, il faut gérer toute l'administration. Mais ce qui se fait le plus dans le domaine, c'est vraiment le CDD avec l'intermittence. Donc c'est ce que je suis intermittente du spectacle. Et ça, c'est vraiment parce que entre les productions, généralement, tu as des breaks. Donc des breaks de 1 mois, 2 mois, voire plus des fois. Et c'est ce qui m'est arrivé entre la production de Sing 2 et ma production actuelle. Voilà, j'avais 2 mois de carence. Donc ça permet d'être couvert par Pôle emploi dans ces moments-là. Donc pas toucher exactement ce que tu touches si tu aurais travaillé. Mais voilà, ça te fait un petit SMIC les mois où tu es en recherche d'emploi ou en tout cas les mois où tu changes de studio, par exemple. C'est un statut que je trouve plutôt bien parce qu'il te permet de bouger, de voyager, de changer de travail aussi et de studio assez facilement. Mais il y a un petit bémol, c'est que vu que forcément les jours de congé que tu poses sont rémunérés par Pôle emploi, à la fin du mois, sur ta grille de salaire, tu n'as pas forcément le même montant. Et ça peut être un problème vis-à-vis des proprios des fois quand tu cherches un appart. Parce qu'ils sont assez tatillons envers ça, quoi. Ils préfèrent les CDI. Et concernant les CDI, tu peux en trouver, mais ça se fait essentiellement dans les studios de jeux vidéo. Alors c'est la dernière question qui est, peut-on vivre convenablement de l'animation 3D ? Alors moi je fais 39 heures de travail par semaine et pour 39 heures, comme salaire qu'on me proposait au départ quand j'étais junior, c'était 116 bruts par jour, ce qui équivaut à peu près à 1780 de revenus nets par mois. Après me concernant, j'avais pu négocier jusqu'à 120. En tout cas dans le domaine, il ne faut vraiment pas hésiter à négocier, ça se fait vraiment. Au téléphone, il faut avancer ses arguments pour essayer de se vendre, quoi. Ah, il y a un petit chat qui commence à s'impatienter là. Il a envie que je joue avec lui. Donc ouais, il faut pas hésiter à négocier parce que de base, on va te mettre au minimum légal. Et là maintenant, ça fait 1 an et demi que je suis dans le studio à Illumination et que depuis ce mois-ci, je suis passée à 130. Donc en soi, on peut considérer que c'est quand même un métier où on est bien payé. Après, ça dépend des boîtes, mais c'est à peu près ce qui se fait dans le milieu pour un statut de junior. Et concernant les salaires au mois, ça peut vite grimper aussi en fin de production parce que tu as toutes les heures supplémentaires que tu vas faire qui vont jouer. Donc tu peux te faire de très gros salaires si tu travailles le samedi par exemple, parce que les heures sup sont majorées. Donc tout ça, ça joue. Et concernant l'étranger, là tu vas avoir des salaires aussi beaucoup plus élevés parce que tu n'as pas le statut intermittent qui te sécurise, tu as également les frais médicaux qui sont à tes charges et justement il ne faut pas se faire avoir en demandant une rémunération à la française à l'étranger parce que tu as tous les frais en plus qu'il faut calculer, donc il faut faire attention à ça quand tu débutes.
de pas se faire avoir. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo t'a aidé, que j'ai pu répondre à la majorité de tes questions sur le sujet, sur l'animation, sur le jeu vidéo, sur les débouchés dans ces domaines-ci. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas à les poser en commentaire. C'est vraiment un espace de discussion, donc autant en profiter. Moi je te dis à bientôt, salut!